Embouteillage aux portes de la planète rouge, une sonde émirati, un robot chinois, un rover américain. 3 missions débarquent sur Mars au même moment. Francis Rocard, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. Vous êtes astrophysicien, vous publiez Dernières nouvelles de Mars chez Flammarion. Alors les toutes dernières nouvelles de Mars, je vous propose qu'on les regarde tout de suite. On va revoir ce moment, revivre ensemble l'atterrissage de Persévérance, c'était hier. Le robot de la NASA a réussi sa périlleuse manœuvre, image commentée par Pascal Jeanneret. Quelques données à peine. Vitesse, distance au sol. Tension à son comble sur Terre au centre de contrôle de la NASA. Encore quelques dizaines de mètres, c'est maintenant que le rover pourrait s'écraser. Mais non. Succès pour la mission. Après 470 millions de kilomètres entre la Terre et Mars, Persévérance envoie la première photo de sa nouvelle maison, pour toujours, Mars. Tout s'est passé comme prévu depuis le décollage sur Terre il y a 7 mois. Un long voyage vers l'approche de la planète rouge. L'entrée du robot et sa capsule dans l'atmosphère à 20 000 km/h, la résistance du bouclier thermique, le largage du parachute supersonique, l'allumage des 8 rétrofusées, lutte contre la traction et des poses élytroyées en douceur sur le sol du rover, là où il y a 3,5 milliards d'années devait s'étendre un lac. Persévérance rejoint son compatriote Curiosity, un rover fatigué de ses périples martiens depuis 2012 et à qui l'on doit ces images. Persévérance, Curiosity, tous deux en quête de traces de vie. Persévérance prend le relais, équipé pour prélever des échantillons qui seront ramenés sur Terre un jour. Un drone aussi à bord et des outils de production d'énergie et d'oxygène. Une étape vers cette conquête martienne que mène aussi la Chine. Elle tentera aussi ce printemps de poser son robot explorateur, la Chine, à l'affût depuis 7 semaines en orbite martienne. L'Europe, elle, devrait y retenter sa chance en 2022 après le crash de Schiaparelli en 2016. Francis Rocard, c'est un moment incroyable qu'on a vécu hier soir. C'est un très grand moment, oui. Un très grand moment parce que ça fait une trentaine d'années qu'on attend qu'une mission de retour d'échantillons de Mars, donc une mission aller-retour, soit décidée. Et là, le coup est bien parti, puisque la première partie de la mission s'est maintenant posée sur Mars. Donc déjà, on est rassuré. Et donc la collecte d'échantillons va se faire. Je ne doute pas que les choses vont bien se passer. Mais il y aura plusieurs étapes derrière. Il faudra en 2026 relancer des fusées pour aller chercher les échantillons. Quand on est astrophysicien, on ressent une émotion particulière à voir ces images quand même ? Oui. Même si je baigne dedans à peu près 24 heures sur 24, je dirais que là, on vit des moments très forts. Le dernier, c'était l'atterrissage de Philae sur la comète, qui était aussi un moment très fort. En fait, dès qu'on se pose sur un corps planétaire, quel qu'il soit, on va voir ce premier paysage. Et là, déjà, on a la curiosité du petit enfant qui découvre un paysage nouveau. On n'avait jamais vu un paysage depuis la surface d'une comète. Et là, on va voir un nouveau paysage dans lequel, à l'horizon, on va voir un delta. Et on va gravir ce delta. Donc c'est tout ça qui est tout à fait facile. Alors, 3 sondes de pays différents arrivent un peu en même temps en orbite de Mars. Quel est l'objectif principal? Ce sont des missions scientifiques. Quel est l'objectif principal? Alors les 3 ont des motivations assez différentes. Persévérance, c'est vraiment une mission scientifique qui est réclamée depuis 30 ans par la communauté scientifique internationale, américaine, mais aussi européenne. Et qui sont très liés à cette mission. Les Chinois Les Chinois sont partis beaucoup plus tard dans le spatial. Et dans l'espace lointain, ils ont peut-être 10-15 ans d'âge. Ils sont très jeunes. Et alors, ils vont très vite. C'est vrai qu'ils vont très vite. Ils ont un programme lunaire avec 5 missions lunaires qui ont déjà eu lieu, dont une mission qui a fait l'aller-retour, qui s'est très très bien passée. Et l'objectif, c'est de dépasser les États-Unis. Oui, mais pas pour tout de suite. Vous inquiétez pas, les Américains ont un temps d'avance. Je pose la question. Vous savez, les Américains consacrent, le budget de la NASA, c'est 21 milliards, et je ne vous parle pas du budget militaire qui a 30 milliards. Donc, les Américains mettent beaucoup d'argent dans ce type de programme. C'est des décisions politiques très fortes. Et puis, donc les Chinois, on ne sait pas très bien. C'est un peu plus opaque. On sait qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent. Tout est imbriqué, civil, militaire, etc. Mais on remarque que ce qu'ils font, pour l'instant, ça se passe bien. Et il y a les Émiratis. Comment tout d'un coup, un pays qui n'avait strictement rien à voir avec le spatial arrive à envoyer une sonde du premier coup sur Mars? Ça a surpris tout le monde.
Ça a surpris tout le monde. Ils sont venus nous voir. Nous, c'est qui? Nous, c'est le CNES, le Centre national d'études spatiales. Ils ont voulu nous poser la question. En fait, ils voulaient faire une mission. Donc ça, c'est une décision politique au niveau des Émiratis. Ils ont créé un centre spatial, le MBRSC. Et ils voulaient que cette mission ne soit pas simplement une mission technique. Ils voulaient vraiment qu'il y ait un contenu scientifique intéressant. Et donc, pourquoi? C'est une histoire d'influence? Justement, pour dire, voilà, nous, on veut aussi faire de la science. Et si on est original, de faire que des choses qui n'ont jamais été faites auparavant. Et effectivement, ils ont trouvé une petite niche très intéressante. Ils vont étudier, non pas le climat, mais la météo. C'est-à-dire l'apparition de nuages sur Mars. De temps en temps, il y a des nuages sur Mars. Et c'est pas très bien connu. On les étudie pas systématiquement. Et le déclenchement de tempêtes aussi, qui sont régulières. C'est ça que va observer Hope. On va se projeter encore un petit peu plus loin, on n'y est pas encore, hein, mais ça fait des années qu'on parle de missions habitées sur Mars. Dans votre bouquin, il en est question, la vie sur Mars, comment on pourrait y aller. Prenons un exemple concret dont on a beaucoup parlé, le milliardaire Elon Musk. Est-ce que c'est un fou ou est-ce que c'est un visionnaire qui, lui, parle de coloniser Mars même? Alors, je dirais c'est un peu les deux à la fois. C'est à la fois un visionnaire, c'est quelqu'un qui a fait des grandes choses. Je ne sous-estime pas du tout M. Elon Musk. Il a fait le Falcon 9, il a fait la récupération des boosters. Ça, c'est tout à fait remarquable. Personne n'y croyait. Très honnêtement, personne n'y croyait, mais lui, il l'a fait. Donc, de ce point de vue-là, il faut quand même rendre hommage à Elon Musk. Par contre, quand il parle d'envoyer des hommes sur Mars en 2026, on est dans du... Je sais pas, on est dans du délire. C'est impossible, c'est ça que vous nous dites. Totalement impossible. Parce que la question qui se pose aussi, c'est pourquoi envoyer des hommes sur Mars? C'est quoi? C'est un plan B dans la possibilité de notre planète qui s'écroule? Enfin, pourquoi envoyer quelqu'un sur Mars? Ça, c'est la position d'Elon Musk. C'est pas la mienne. Personnellement, je trouve cette position tout à fait critiquable parce que c'est un peu analogue à la position des climato-sceptiques. Alors la vôtre, vous, pourquoi vous pensez qu'il faut envoyer des hommes sur Mars? Alors, c'est ce que j'essaye d'expliquer dans ce livre. C'est pas très simple. En fait, il faut bien comprendre la situation américaine. C'est le seul pays au monde qui consacre la moitié de son budget d'espace civil, 10 milliards par an, aux vols habités. C'est considérable. Et avec ça, ils ont fait Apollo, ils ont fait la navette spatiale, ça a duré 30 ans. Ils ont fait la Station spatiale internationale et ça a duré 30 ans. La Station spatiale, il va falloir qu'elle s'arrête. Et donc, il faut passer à autre chose. Et l'autre chose est, sans conteste, Mars. Tout simplement parce qu'ils sont déjà allés sur la Lune et que voilà, la destination presque naturelle, c'est d'aller sur Mars. Mais pourquoi? C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Il n'y a pas vraiment de pourquoi. C'est la nouvelle frontière, vous savez. C'est pour aller plus loin, toujours plus loin? Voilà, c'est de montrer qu'on est leader. C'est de faire des choses qui ont, comme disait Kennedy, si on y va, c'est pas parce que c'est facile, c'est parce que c'est difficile. Ça permet d'apprendre. Donc il y a tout ce concept qu'on retrouve aux États-Unis. Vraiment, on se donne une vision à long terme. On a un objectif et on va mettre tous nos efforts pour le réaliser. Alors, des missions scientifiques et pourquoi pas ne pas planter un petit drapeau au passage. Donald Trump avait évoqué l'idée que première arrivée, premier servi. Ce qui nous amène à une question toute simple. À qui appartient l'espace? Alors, il y a un traité de l'espace de 67 qui a été ratifié par beaucoup de signataires, notamment les États-Unis, et qui stipule que personne ne peut s'approprier, par acclamation ou autre, la Lune, ou Mars, ou un corps planétaire. Je dirais que Trump et les États-Unis, mais aussi le Luxembourg, jouent sur une espèce d'ambiguïté qui consiste à dire, mais vous inquiétez pas, on ne s'approprie pas la planète Mars, ou on ne s'approprie pas la Lune, on veut juste s'approprier un tout petit terrain sur lequel on va exploiter les ressources. Donc il y a un débat juridique. Et à mon avis, ce débat juridique va se trancher par... Parce que quand même, le traité au départ, c'est que l'espace, c'est un droit commun à l'humanité. Donc là, est-ce que c'est terminé, ça? Ça viole un petit peu, oui, cet aspect des choses. Mais il sera facile pour les Américains d'expliquer que finalement, ils vont juste aller à un petit endroit sur la Lune et que ce petit endroit-là, effectivement, ça ne sera pas un bien d'humanité, ça sera propriété américaine, notamment ce qui va être apporté sur Terre. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il n'y a pas d'instance pour gérer ce genre de questions. Est-ce qu'on pourrait, par exemple, je ne sais pas, s'appuyer par exemple sur le droit de la mer, c'est-à-dire que la mer est à tout le monde, mais m'appartient ce que je pêche, les poissons?
Oui, il y a un peu de ça. C'est d'ailleurs la position américaine. C'est de dire, voilà, la mer ne m'appartient pas, mais par contre, si je pêche, les poissons que je pêche m'appartiennent. C'est exactement la position américaine. D'où cette espèce d'ambiguïté juridique qui fait que, à mon avis, tout le monde va se mettre d'accord que, bon, il y avait eu un traité en 67, et bien maintenant, si vous voulez aller exploiter... Alors, sachant qu'est-ce qu'on va exploiter? Il faut bien se rendre compte que l'idée de faire du business n'est pas du tout garantie. Mais alors, pas du tout, du tout, du tout. C'est sur la Lune, vous ne ferez aucun business. Il n'y a pas d'or, il n'y a pas de métaux précieux. C'est plutôt sur les astéroïdes que d'ailleurs certains s'intéressent. Mais là encore, il y a certains astéroïdes qui sont métalliques, mais on sait par les météorites métalliques que nous avons, c'est essentiellement du fer à 80% et du nickel. Fer et nickel, c'est pas un bon business, parce que c'est pas ça qui coûte cher. C'est quand on parle de terres rares que ça devient intéressant, c'est-à-dire ces atomes rares par leur nom, qui sont très importants. Vous savez que la Chine détient 80% de certaines terres rares, et est en train d'ailleurs de faire, par ce monopole, de faire une pression sur les Américains pour dire, si vous n'êtes pas gentils, vous n'aurez pas mes terres rares. Et donc, ça peut faire augmenter le prix des terres rares. Et si, or, ces terres rares sont extrêmement utiles dans les nouvelles technologies, que ce soit les panneaux solaires, les éoliennes, ou que sais-je encore. Et donc, tout le monde a besoin. Dans un smartphone, vous avez beaucoup de terres rares. Et donc, certains pensent qu'on va aller récupérer les terres rares sur les astéroïdes. Personnellement, j'en doute un peu quand même. C'est pas une affaire gagnée. Faut aller voir. Ouais. Et on est vraiment des humains, parce qu'on est passé du rêve à tout d'un coup savoir qui peut s'approprier Mars, etc. On va revenir au rêve. Pendant longtemps, c'est la Lune qui attirait les convoitises, qui a fait rêver, tout simplement. Est-ce qu'aujourd'hui, vous diriez que c'est Mars qui fait rêver tout le monde? Oui, c'est clairement Mars qui fait rêver tout le monde. Parce que sur Mars, il y a cette question qui n'existe pas sur la Lune, qui est est-ce qu'on va trouver une nouvelle forme de vie extraterrestre, enfin? Et c'est sur Mars qu'on pourrait la trouver. C'est pas gagné, on la trouvera pas. Ça c'est le résultat de ce que va faire Persévérance et la suite. Mais c'est là qu'on se pose la question. Et c'est l'endroit le plus facile d'accès où on peut aller chercher ces matériaux. Et vous allez continuer à suivre tout ça pendant les années qui viennent, j'imagine. Francis Rocard, merci beaucoup d'être venu nous voir. Je rappelle le titre de votre livre, Dernières nouvelles de Mars. On vient d'en donner, c'est parfait. Merci beaucoup. Merci à vous.